Bonjour à tous, je vous remercie au nom de la Société africaine des écomatériaux, Ecomat Africa, pour votre participation à notre premier webinaire. C'est un moment de formation, d'information et d'échange sur des thématiques en lien avec le développement et la valorisation des écomatériaux. Nous sommes convaincus que ce rendez-vous constitue pour nous un moment fort en vue de créer une dynamique originale pouvant fédérer des potentialités diverses qui agissent dans ce domaine. Cette démarche a pour objectif de créer une communauté des écomatériaux en Afrique grâce à vos participations actives. Ce premier webinaire s'inscrit dans une série de webinaires à venir qui seront programmés et qui porteront sur une diversité de thématiques qui nous préoccupent. Ce webinaire introductif porte sur le thème Valorisation des écomatériaux en Afrique, enjeux et défis. Il est présenté par le professeur Abdelmatif Imad. Il est évidemment professeur à l'Université de Lille et conduit ses recherches dans le domaine de la mécanique des matériaux, des écomatériaux et des matériaux hétérogènes. Il est le président cofondateur de la Société africaine des écomatériaux, Ecomat Africa, et moi, je suis le vice-président de cette même société. Ce premier webinaire sera organisé en deux parties distinctes. Une présentation de 45 minutes et ensuite une séance de questions et réponses de 45 minutes. Pour ce, Ablatif, je te passe vraiment la parole et merci pour ta présentation. Merci Rostand pour cette introduction. Mesdames et messieurs, chers collègues, je tiens à vous remercier votre participation active et nombreuse à ce premier webinaire intitulé Valorisation des écomatériaux en Afrique. Quel enjeu et quel défi? Excusez-moi. Tout d'abord, en quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas la Société africaine des écomatériaux, je vais donner un certain nombre d'éléments en termes d'objectifs. Et cette association est créée pour promouvoir des espaces de valorisation des écomatériaux en Afrique, d'encourager toutes les formes de coopération et d'échanges scientifiques et technologiques dans ce domaine. Dans ce webinaire, on est l'exemple, et de faciliter le regroupement de personnes, de collectivités, les universitaires, les chercheurs, les industriels, les artisans, autour de projets fédérateurs en recherche-développement, en formation et sur la base de projets structurants en Afrique. On peut dire que l'association a un objectif et une philosophie autour d'un trépied, science, nature et société. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui. Très bien, merci. En termes donc d'organisation, nous avons mis en place un rendez-vous biannuel, la conférence des écomatériaux en Afrique, CEMA, dont le prochain aura lieu du 17 au 19 juin 2026 à Yaoundé au Cameroun, dont le site est présent. Alors, la philosophie de cette intervention, de dire quand on parle des écomatériaux, il faudrait avoir une philosophie. Cette philosophie, c'est penser global et agir local, parce qu'on ne peut pas se contenter d'agir à une échelle proprement locale. C'est cette philosophie qui va animer qui va animer cette conférence. Alors, pourquoi la valorisation des écomatériaux est une nécessité en Afrique? Parce que aujourd'hui, on a il y a un accord sur des constats dans les effets négatifs du dérèglement climatique, à savoir les sécheresses, des pluies extrêmes et inondations, des incendies, des tempêtes, cyclones, ouragans, des catastrophes industrielles, des érosions de sol, des érosions côtières et une baisse de productivité agricole, etc.
Et ça, c'est des phénomènes qui sont constatés, sur lesquels il convient de les prendre en considération. Quelles sont les causes de ces dérèglements climatiques? C'est d'abord les activités humaines, tout ce qui est prélèvement de pêche, exploitation minière incontrôlée, déforestation et aussi la course à la surproduction, surexploitation, notamment dans les secteurs industriels, dans les secteurs agricoles où on assiste à une agriculture intensive. Et aussi, sur le problème d'habitat, on assiste à une urbanisation rapide, non contrôlée, non planifiée, et puis aussi à une société nouvelle de surconsommation qui passe des besoins aux désirs. Aussi, on assiste à une montée de pollution de la nature, à savoir la terre, l'eau et l'air, et puis on assiste à une insécurité liée à la fois à la santé, à l'alimentation et au bien-être humain et animal. On assiste aussi à une problématique générale d'accès à l'eau potable, compromis au niveau d'un certain nombre de régions à l'échelle africaine. Alors, quel est le plan de conférence? C'est en 5 points. Le premier, un certain nombre de repères, ça veut dire un certain nombre de définitions. Euh, Deuxièmement, les écomatériaux. Il faut qu'on se mette d'accord sur qu'est-ce qu'on appelle écomatériaux. Et le troisième point, et les écomatériaux en Afrique, un aperçu. Et le quatrième point, la valorisation des écomatériaux, quel enjeu, quel défi. Et enfin, quelques pistes de réflexion. Tout d'abord, des repères. On parle souvent de développement durable, développement soutenable, on parle de cycle de vie, on en parle d'écomatériaux. Alors, sur le développement dit soutenable ou durable, il y a un accord pour dire qu'il y a un trépied entre à la fois le respect de l'écologie, de l'environnement, le respect de ce qui est social et le respect de ce qui est économique. En ce sens qu'on appelle un développement soutenable, tout développement qui soit vivable socialement et qui soit viable économiquement avec un aspect équitable entre le social et l'économique. Aussi, il ne peut y avoir de développement soutenable s'il n'y a pas le respect ou la prise en considération de 3 éléments essentiels. D'abord, la nature. On parle de la nature, c'est-à-dire la terre, le sol ou l'air et l'eau. Mais aussi, cela va dans le sens où cela doit respecter aussi le bien-être humain et le bien-être animal. C'est-à-dire que on a ici un premier repère, c'est-à-dire tout matériau qui ne respecte pas la nature, qui ne respecte ne respecte pas bien le bien-être animal ou le bien-être humain, ne peut pas être éligible dans ce sens-là. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est le cycle de vie. Tout le monde sait que le cycle de vie d'un matériau décrit toutes les étapes, de l'extraction de matières premières, en passant par l'ensemble des étapes de transformation et élaboration, en passant au matériau lui-même, en passant par une deuxième transformation en produit, en passant par la phase d'utilisation, jusqu'à la fin de vie et le recyclage. Et tout cela doit être en premier pris en considération pour mieux comprendre ce que peut être un écomatériau. Alors, qu'est-ce qu'alors on appelle écomatériaux? Vous savez qu'il y a un effet de mode maintenant. On met éco un peu partout, écomatériaux, éco-responsable, éco-ceci, cela. Et donc, il convient de donner un certain nombre de repères parce qu'il n'y a pas une définition unique. Alors, on peut dire qu'un écomatériau, c'est tout matériau dont les impacts environnementaux sont faibles tout le long de son cycle de vie. Extraction, transformation, transport, mise en œuvre, usage, fin de vie et recyclage. On peut énumérer un certain nombre de points. Le premier, c'est tout matériau d'origine naturelle, renouvelable et ou abondante, c'est-à-dire les biosourcés, les géosourcés, peut être considéré comme un écomatériau. Aussi, tout matériau dont la durabilité est confirmée, qu'il a une performance adaptée à l'usage, qu'il peut être réparable, ça veut dire qu'il a une longue durée de vie dans son utilisation, et une efficacité technique en termes d'isolation, de résistance, et peut être considéré comme
écomatériaux. C'est aussi tout matériau qui n'a pas d'influence sur la santé et le confort des usagers. Donc, faible émission en termes de polluants, un confort thermique, un confort acoustique et un confort hygrométrique. Aussi, aussi, on peut considérer un écomatériau quand il s'agit d'une production locale, ce qu'on appelle aussi le circuit court, si cela est possible. Ça favorise l'utilisation des ressources locales et des savoir-faire locaux. C'est aussi le point 5 que matériau soit peu énergivore, ça veut dire qu'il exige moins d'énergie dans toutes les transformations et pendant son utilisation. Mais c'est aussi un matériau peu hydrogivore, ça veut dire qu'il consomme moins d'eau dans toutes les transformations et utilisations. Et c'est aussi un matériau dans lequel on peut avoir un accès à la recyclabilité ou la valorisation en fin de vie, ça veut dire la possibilité de remploi, de recyclabilité ou de biodégradabilité. Alors, faisons attention, j'ai pris le premier, s'il est d'origine naturelle, mais ce n'est pas parce qu'il est d'origine naturelle qu'il est automatiquement écomatériau. Un matériau peut être d'origine naturelle sans être considéré écomatériau si il y a un problème de disponibilité, s'il y a une concurrence avec l'alimentation humaine et animale, s'il y a des nécessités de traitement lourd, c'est nécessaire pour l'équilibre de la nature. Donc, si vraiment il remplit un certain nombre de fonctions qui est lourd, il ne peut pas être un matériau qui peut être considéré comme écomatériau. Vous voyez qu'on a un certain nombre de repères qui convient de trouver un compromis pour élire un matériau comme étant un écomatériau. Qu'on ait des écomatériaux en Afrique. Tout d'abord, un constat. L'Afrique a un excellent patrimoine naturel exceptionnel. Ces matériaux sont adaptés aux conditions climatiques africaines, chaleur, humidité, faible variation thermique, etc., qui permettent des constructions à la fois écologiques, économiques et ancrées localement. Donc, il y a la prise en considération des conditions climatiques locales, de la culture locale et des aspects économiques pour qu'on puisse parler d'écomatériaux en Afrique. Alors, les écomatériaux en Afrique, on peut donc les scinder en trois grandes familles. Matériaux d'origine naturelle, les biosourcés, matériaux d'origine naturelle, les géosourcés, et le troisième, c'est tout ce qui est valorisation et recyclage des déchets et des résidus agricoles. Alors, en termes de biosourcés, les biosourcés peuvent être classés en trois parties. Dans la plus grande, la plus importante, c'est celle d'origine végétale. On peut retrouver, on peut dire, allez, trois familles, le bois et dérivés bambou, qui sont un peu liés à tout ce qui est forêt, et les fibres végétales, dont une qui est la famille des palmiers, et j'en parlerai, et puis les fibres telles que Tifa, Alpha, César, Rotin, etc., Coco. Et donc ça, je vais faire un zoom là-dessus. Et aussi d'origine animale, la laine de mouton, les poils de chameau, les poils de chèvre, les plumes de volaille, le cuir, etc. Et enfin, ils peuvent être aussi d'origine marine, tels que tout ce qui est algues, donc on parle de l'aquaculture, et de tout ce qui est coquillage de mer. Donc je vais faire un zoom sur deux parties, les matériaux biosourcés d'origine végétale, où je vais parler on peut dire, de trois grandes familles. La première, qui est la plus connue, c'est laquelle il y a beaucoup de travaux, les bois et dérivés. Ensuite, les palmiers et les fibres de raffia. Et deuxième partie, je suis sur des fibres, j'en parlerai de deux, fibres de Tifa et Alpha, et je dirai pourquoi. Et enfin, fibres de sésame, et je fais un zoom sur un domaine donc d'activité qui est le domaine de textile africain. Alors, le bois est dérivé. L'Afrique possède beaucoup de forêts. Donc, on part de 674 millions d'hectares, soit 17% des forêts mondiales, ce qui est une ressource très importante, malheureusement sous-exploitée, mal valorisée, d'où on peut parler de valorisation. Il y a
Globalement, ils maîtrisent le cycle de vie. Le cycle de vie, c'est la partie gestion forestière, qui est une partie très très importante, c'est-à-dire de la culture, du suivi, de l'exploitation forestière, jusqu'à l'exploitation du bois, qui est liée jusqu'aux transformations et exploitations locales, ou malheureusement des exportations vers l'Europe et la Chine. On peut dire que globalement, ce cycle de vie, il est maîtrisé globalement, mais il y a une dualité entre, on peut dire, le secteur formel et informel sur ces questions-là. Alors, le bois ici dérivé, c'est des ressources renouvelables. Il y a une performance mécanique et thermique très importante. Et puis, il est éligible à la recyclabilité et la biodégradabilité. Donc, le bois constitue une importante ressource naturelle en Afrique, en construction, en ameublement, et il convient de faire attention à un certain nombre d'enjeux majeurs. Le premier enjeu, c'est la déforestation versus gestion durable. Et donc ça, il y a un enjeu et un défi en même temps, c'est comment préserver, comment avoir une gestion raisonnée, une gestion durable, une gestion intelligente des forêts, pour éviter tout ce qui est érosion des sols et aboutir à une valorisation locale de, 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 de secteur du bois avec une certaine certification et traçabilité et un soutien à la filière, notamment à la partie artisanale pour tout ce qui est transformation de mobilier, menuiserie, parquet, charpente, objets d'art, etc. Cela fera l'objet d'un deuxième webinaire, Bois vers une valorisation viable en Afrique, par Pamphile Ntanga, qui est secrétaire général de FECA ProBois, qui est toute l'industrie du bois au niveau Cameroun, et le professeur Rostan Motopiti. La date vous sera communiquée ultérieurement. Le deuxième élément, matériaux, matériaux biosourcés d'origine végétale, c'est toutes les familles les familles de palmiers. Alors, il y a une richesse au niveau des palmiers en Afrique. On retrouve les palmiers à huile, on trouve le palmier dattier, on les trouve les palmiers nains, le palmier cocotier, le palmier à rotin, le palmier raffia, etc. Et donc, ça fait une richesse, et une richesse énorme. Les palmiers est une richesse en sous-produits à valoriser. Ça veut dire qu'on retrouve plusieurs parties très importantes dans les palmiers à valoriser, dans le domaine du mobilier, des vanneries, de l'artisanat et de la construction légère. Et j'ajoute que on assiste à beaucoup de travaux autour de la question de la valorisation des sous-produits liés liés à la gestion de tout ce qui est palmier. Alors, bien sûr qu'à l'échelle de la recherche, il faut aller à des échelles très pertinentes, c'est-à-dire l'échelle microscopique, où on assiste, comme la plupart des fibres, à une complexité morphologique, parce que c'est des matériaux poreux, des fibres, et donc il convient de prendre en considération cet aspect donc de variabilité morphologique qui se voit à l'échelle du diamètre, puis à l'échelle aussi de cette distribution de porosité, ce qui fait on a à prendre en considération ces aspects, donc tout ce qui est modélisation et utilisation par la suite, et même en termes de procédés d'élaboration. Deuxième famille qui est pour moi importante, sur laquelle je fais un zoom, c'est les fibres de raffia, qui désignent plusieurs espèces de palmiers de genre raffia. On retrouve des produits comme les sacs, les paniers, les chapeaux et de chaussures, etc. Il a une très bonne résistance et connaît un très grand développement, notamment dans tout ce qui est, on peut dire, le design moderne. Et on a beaucoup de projets à l'échelle africaine qui valorisent cet aspect-là sur la base de l'utilisation de raffia. Donc, je donne un exemple ici à droite, qui est donc, on peut dire, les designs contemporains. On a plusieurs micro-entreprises africaines qui vendent dans les produits du luxe et qui survalorisent, je dirais, l'utilisation de la raffia dans des sacs, dans des sacs de dames ou autres,
qui pour moi un bon exemple à peut-être à suivre ou à discuter en même temps sur cet aspect de survaloriser des fibres de raffia pour passer donc du simple au triple, voire plus en termes de prix, parce que il y a un travail de haute qualité artisanale et d'excellence artisanale. Et pour moi, c'est vraiment un défi sur lequel on doit travailler pour passer de l'artisanat ancien à un artisanat d'excellence. Deuxième point, c'est la domestication des palmiers raffia. Ça veut dire que on peut, et ça se fait, des plantations communautaires, une bonne pratique locale de culture qui est maîtrisée et la promotion des savoir-faire traditionnels. Ça veut dire qu'on peut maîtriser le cycle de vie de cette plante-là. C'est une voie pour moi qui est très, très intéressante parce que ça permet d'avoir des activités dans ce domaine-là. Bon. Voilà. J'ai parlé du bois dérivé palmier dans son ensemble, qui constitue pour moi un ensemble homogène. Et le deuxième, c'est des fibres. Les fibres sont nombreux. J'ai choisi fibres Tifa et Alpha. Je veux dire pourquoi. Alors, la fibre de Tifa, en grec, signifie marée. Il est connu comme une espèce invasive, je dirais moi spontanée, avec une croissance rapide, avec une concurrence avec la flore indigène. Et il a des points négatifs sur l'écologie locale, parce qu'il obstrue les voies d'eau. Et à ce niveau-là, il pose un certain nombre de problèmes parce qu'il a une croissance très, très, très rapide, non maîtrisée. Et il pousse dans les zones humides en Afrique de l'Ouest et Afrique de l'Est. On peut dire que les champs de Tifa ne sont pas maîtrisés en termes de croissance. La récolte, elle est manuelle. Et le troisième point qui est bloquant, c'est que les biens sont des biens publics naturels. C'est des domaines de l'État dont la gestion est assurée par des agences de bassin au niveau ministère de l'environnement aux forêts, où c'est des terres coutumières collectives. Et donc, en ce sens-là, cela pose un certain nombre de problèmes quant à son exploitation. Alors, quel est le problème? Pourquoi une croissance rapide? Parce que c'est basé sur des réseaux sous terre qui assurent une multiplication rapide végétale permettant des peuplés denses. Ça veut dire que la densité n'est pas bien maîtrisée en ce sens-là. Donc on a une colonisation rapide des zones humides, les canaux d'irrigation rizière, une réduction de la biodiversité parce que les zones où on a rien ne peut pousser, où pousse le tifa, un blocage du voie d'eau et une consommation excessive d'eau. Beaucoup de projets, dont celui que vous voyez en bas à gauche, le projet Tikao, Tifa Combustible Construction Afrique de l'Ouest, entre le Sénégal, la Mauritanie, Bénin et Burkina Faso, qui ouvre un certain nombre de voies sur les éco-constructions à base de Tifa, du combustible alternatif, et puis à l'échelle artisanale, locale, et aussi au niveau artisanal sur la fabrication de papier, la papeterie. Donc voilà. Alors sur ce point-là, donc on peut dire qu'il est de la même famille, même si c'est pas la même chose. L'autre il est dans l'eau et celui-là il est plutôt dans le désert. C'est les fibres d'alpha qu'on retrouve généralement dans l'Afrique du Nord et le sud de l'Europe et un certain nombre d'autres pays. Elles proviennent donc poussent naturellement dans les zones semi-arides. C'est vraiment pas la même chose, mais sauf que on retrouve le fait que c'est de domaines publics de l'État ou des collectivités locales. Donc, c'est-à-dire qu'il y a peu de terrain ou il n'y a pas de terrain privé. Et donc, son exploitation est assujettie à bien sûr ça. Donc, c'est utilisé aujourd'hui beaucoup dans le domaine artisanal, la fabrication de fils, cordes, paniers, nattes, sandales, etc. C'est beaucoup prisé pour les papiers de luxe, papier de banque, papier filtre, etc. Et il a un potentiel aussi médicinal autant que le sel de Tifa. Il a un rôle pour la nature, ce qui est la lutte contre l'érosion des sols, la lutte contre la désertification, et puis une résistance à la sécheresse. On retrouve dans un certain nombre même un office national
de l'alpha. Et alors, pour les deux, il y a une question importante sur la maîtrise du cycle de vie. Est-ce que véritablement il y a une bonne maîtrise du cycle de vie et une appropriation, une domestication de ça? Ça, c'est des questions qui peuvent être posées, même si on assiste sur les deux à beaucoup de travaux de recherche et de résultats qu'il convient aujourd'hui de faire une grande synthèse. Et enfin, les fibres de sisal. Les fibres de sisal. Les fibres de sisal viennent de Sisalana, qui est une ville côtière au Mexique. Donc, ce sont des fibres qui sont d'abord produites initialement et d'une façon importante en Mexique, mais ils poussent dans beaucoup de régions du monde, notamment en Afrique, où on a une concentration de production en Afrique de l'Est, Kenya, Tanzanie, qui produisent une partie importante au niveau mondial de fibres de sésame. Les fibres de sésame viennent du champ de la plante agave. La plante agave est une plante qui peut être domestiquée. Donc, on voit ici des champs d'agave. La récolte, elle est manuelle et l'extraction est une extraction mécanique et qui est très facile, il n'est pas très compliqué à ce niveau-là. C'est des fibres d'une grande résistance qui sont beaucoup utilisées. Et au passage, il y a une partie gélatineuse qui a beaucoup d'utilisation pharmacologique, médicinale, etc. Et donc, on retrouve des fibres de ces algues qui sont utilisées principalement comme fil, comme corde. J'ajoute que en bas, vous voyez que c'est quand même une des fibres les plus longues parmi les fibres végétales. On a presque 1 mètre de longueur avec une grande résistance et une variabilité en termes de diamètre, ce qui est intéressant. Alors, une des pistes qui est très utilisée aujourd'hui, un savoir-faire, qui est l'utilisation de sésame, ce qu'on appelle filasse, mélangé avec du plâtre, qui permet à ce qu'on puisse avoir un certain nombre de réalisations de faux plafonds et décorations avec une ressource naturelle qui est le gypse. Et c'est quelque chose, c'est un savoir-faire en Afrique qui est très important à préserver. Deux choses, il y a une bonne maîtrise du cycle de vie de l'agave et il y a une bonne maîtrise de la domestication, ça veut dire la culture d'agave et il pousse bien en Afrique et il n'exige pas beaucoup d'eau. C'est une piste pour moi qui est importante à poursuivre. Et enfin, sur tout ce qui est d'origine végétale, le domaine du textile. Alors, le domaine du textile, il existe, il a existé, il connaît des problèmes aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le textile africain, qui est basé sur deux choses, il est lié aux couleurs et à la culture. Les textiles africains, c'est une histoire complexe, riche, diversifiée, qui date depuis longtemps, des millénaires. C'est des influences culturelles, artistiques, euh, qui allie le tissage à la teinture, au style, au motif. On retrouve le motif africain et bien sûr, par l'occasion, j'en porte un. Et on parle beaucoup de choses en lien avec la nature. On dit qu'en Afrique, le textile s'inspire de la nature. C'est la raison pour laquelle on a tendance à utiliser une variété de couleurs. Cette variété de couleurs est d'origine naturelle. C'est des pigments et teintures sur lesquels il y a pas mal de travaux. L'indigo bleu, le rouge, le brun, jaune, vert et noir, qui sont des couleurs qu'on retrouve habituellement en Afrique et qui font l'aspect important au niveau tissage et tissu africain. Et il y a un certain nombre de freins. Les freins majeurs à la montée de puissance du textile, c'est la compétition étrangère, notamment chinoise, et les friperies européennes, qui fait que on a délaissé donc le textile africain. Deuxième frein, c'est la faiblesse de l'industrialisation locale. Troisième, c'est le financement. Il y a manque de soutien à ce domaine-là. Et on a un problème de chaînes de valeur qui sont incomplètes, voire désarticulées. Ça veut dire qu'on voyait des régions où on produit du coton, donc on exporte le coton brut et on apporte du tissu fini. Et ça, c'est pas une démarche qui est soutenable. Et le deuxième, c'est quelle perspective, opportunité dans ce domaine-là. C'est d'abord l'économie circulaire et biosourcée. C'est
une valorisation des sous-produits agricoles et des fibres locales. C'est la mise en place d'un domaine culturel lié au textile, ateliers artisanaux, circuits solidaires, mais c'est aussi la montée aujourd'hui qu'il faut soutenir le mode éthique africaine contemporaine en s'inspirant de créateurs valorisant les textiles locaux et il manque un appui institutionnel, voire la relance de ce qu'on appelle Made in Africa. C'est un slogan tenu par un certain nombre de pays. Je donne ici l'exemple de Burkina Faso où le capitaine Thomas Sankara, quand il était au pouvoir, a lancé le Fasodan Fani, c'est-à-dire pain tissé de la patrie. Et donc, je n'ai pas beaucoup d'éléments là-dessus, mais je sais qu'il y a un développement très important au niveau artisanal et coopératif. Il convient de donner que les amis du Burkina Faso nous donneront des éléments par la suite là-dessus. Mais c'est une voie intéressante. Et ce qui pose problème aujourd'hui, c'est l'artisanat versus l'industrie. Donc, on a un artisanat. Est-ce que il y a moyen de passer à l'industrie? Mais le plus, le problème le plus bloquant, c'est cette dilemme entre exportation et importation. C'est-à-dire, on exporte la matière première et on apporte du tissu. Et ça, pour moi, c'est des choses qu'il convient de remettre en cause. Donc, sur cette partie des fibres végétales, le professeur Christophe Ballet de l'Université de Bretagne Sud animera le troisième webinaire sur les fibres végétales renouvelables, biocomposites et soutenabilité dans une date ultérieure. C'est le troisième webinaire. Alors, la deuxième partie, c'est tout ce qui est matériaux géosourcés. Les matériaux géosourcés, j'en parlerai de la pierre et la terre. Donc, ça, c'est des points qui sont très, très importants. Alors, les matériaux naturels, ils ont une histoire. Les matériaux ont joué un rôle très important pour répondre aux besoins de la société humaine. Tout le monde a en tête l'âge de pierre, parce que l'histoire de l'humanité est liée à l'histoire des matériaux, parce que c'est à partir de là qu'il répond à ses besoins. L'homme a taillé des pierres pour créer des premiers outils, des accessoires, des habitations. Et on retrouve ici plusieurs utilisations dans les villes romanes. On trouve à la fois une invention d'urbanisme, d'infrastructure, d'organisation de la cité, etc., qui font dont l'élément essentiel était la pierre. Alors, dans la pierre, il faut savoir qu'il y a, bien sûr, qu'en Afrique, on ne peut pas construire en pierre partout. On construit en pierre là où il y a de la pierre locale, là où la pierre répond effectivement aux propriétés pour la construction. Et il faut savoir qu'il y a une diversité de construction en pierre selon la région, selon la qualité de la pierre, selon la culture locale, régionale. Et donc, il convient de le prendre en considération pour pouvoir introduire ou réintroduire dans les régions où la pierre a fait ses preuves. Donc, ce que j'appelle, moi, réinventer l'architecture vernaculaire en l'adaptant aux besoins actuels et contemporains. Alors, la pierre, au moins 6 points. Il y a une énergie thermique qui est élevée. La pierre emmagasine la chaleur pendant la journée, la restitue lentement la nuit. Il y a une durabilité indiscutable, résistance exceptionnelle au temps, à l'humidité, aux intempéries. Certains matériaux locaux est disponible, donc qui vient des roches, granit, calcaire, basalte, grès, etc. La résistance aux faux insectes, l'insecte, c'est par rapport à la terre et autres, la pierre est inerte, non combustible et insensible aux termites. Cinquième point, il exige un faible entretien. Le mur, en général en pierre, ne nécessite pas de le repeindre, ni traitement anti-ruissellement, ni grosses réparations fréquentes comme la terre crue. Et enfin, un point très important qu'il convient pour moi à prendre toujours en considération dans nos réflexions, c'est les valeurs symboliques et culturelles. Souvent associées, souvent la pierre est quelque chose de symbolique lié aux lieux sacrés, les mosquées, les églises, les tombes et les palais royaux, confèrent un prestige et un caractère monumental à l'édifice. Et donc ça, c'est un aspect qu'il faut prendre en considération dans la sphère. Le deuxième élément, c'est la terre. La construction en terre a été et elle est largement répandue en Afrique, avec une diversité
en termes techniques selon les régions, les traditions locales et les conditions climatiques. C'est pour cela qu'il convient de souligner que le travail sur la question de la terre doit prendre en considération les traditions locales, les conditions climatiques et chacune des régions. On ne peut pas être généralisé. Donc on retrouve la terre crue, origine argile, les usages sur du mur porteur, cloison, enduit, etc. Et donc on a des avantages qui sont la régulation thermique, faible énergie, matériaux local et disponible. On retrouve ici à droite donc un exemple de village africain qui est en harmonie, bien entendu, avec la nature. Alors, on dit, et on doit à maîtrise de la terre comme matériau, pas la terre, comme univers. La terre doit être maîtrisée. Et là, j'insiste là-dessus parce que on retrouve un certain nombre de travaux ou de réalisations où on néglige vraiment cette partie. Il convient de maîtriser d'abord la partie extraction. C'est un travail très important pour savoir où on peut extraire, comment extraire sans endommager la nature. Deuxième point, c'est la partie analyse de la terre. On ne peut pas utiliser la terre s'il n'y a pas une analyse fine sur les proportions d'argile, l'immense sable, sur sa capacité à être moulée, sur la stabilisation, sur quel type de liant, quel type de fibre on peut amener avec. Et ça, c'est très important. Troisième grand élément, c'est tout ce qui est préparation du mélange. Il convient de bien maîtriser cette partie. Et enfin, il y a toute la partie fabrication du brique ou autre qui permet de maîtriser les procédés d'élaboration. Et quand on regarde les villages africains, on souligne un premier aspect, l'importance de l'efficacité énergétique, dont beaucoup de monde en parle. C'était toujours pris en considération dans la construction des villages anciens. Et donc, il convient de prendre en considération ça en partant d'une architecture vernaculaire qui reprend les déficits étroitement liés avec le territoire et leurs habitants. Je dirais, c'est l'habitat et la nature est quelque chose de très important. On voit bien que les habitations traditionnelles en terre sont entourées de végétation pour qu'ils gardent la fraîcheur. C'est quelque chose de très important. Et donc, je souligne ici qu'il y a une voie aujourd'hui en termes d'architecture, c'est ce qu'on appelle l'éco-architecture, c'est-à-dire la prise en considération de tous ces éléments-là dans les aspects architecturaux locaux. Je donne quelques exemples contemporains. Je pense pour ceux qui travaillent sur la terre connaissent bien l'architecte Francis Kéré du Burkina Faso, qui a construit beaucoup d'édifices, des écoles, des bâtiments publics au Burkina Faso. Aussi, Salim Nagy au Maroc, spécialiste de l'architecture vernaculaire. Et la liste, elle est longue, c'est juste pour vous donner quelques noms qui reviennent. Et c'est quelque chose de très important pour la suite. L'autre aspect en terre, c'est les éco-constructions en terre pour les routes. Pour moi, c'est un thème très primordial parce que la route est quelque chose de très important dans la vie la vie de la cité, la vie dans les villages, la communication. Et on retrouve malheureusement beaucoup de dégradations. Type de cas de dégradation du route, il y en a beaucoup, jusqu'au point où une télévision française on fait une émission continue, ce qu'on appelle les routes de l'impossible. Et je crois fondamentalement qu'il y a du travail à faire là-dessus, parce que pour moi, c'est un thème d'une grande importance à la fois sociale, environnementale et économique. Et les questions qui se posent, c'est pourquoi on en est toujours là, alors qu'il y a beaucoup de travaux de recherche, alors qu'il y a beaucoup de rapports techniques, alors qu'il y a beaucoup de projets, alors qu'il y a beaucoup de conférences sur ce type de questions et de constats que je viens de souligner. Alors, par conséquent, on doit aller vers euh, la recherche de bonnes pratiques de dimensionnement, du choix et de la qualité de la terre, de la conception ou de l'éco-conception, de trouver des pistes pour la stabilisation, les écoulements et les drainages des eaux, parce que
il y a un dilemme, un problème entre, bien sûr, la terre et l'eau, ça vous le savez. Et on sait bien qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de projets ou de recherches qui ont abouti à cette idée de bonne pratique qu'il convient d'élargir. Donc, problématique primordiale parce qu'il s'agit de mobilité de personnes et de biens. Et je souligne qu'il s'agit de thématiques prioritaires qui me tient à cœur. Bien sûr, il existe quelques pistes qui sont les jus textiles ou le biojet textile. C'est pour un peu renforcer les routes, les stabiliser via des jus textiles bio à base de noix de coco, de jus de sésame et raffia. C'est une piste qu'il convient, bien entendu, de travailler, sachant que dans le monde, on a des régions qui ont déjà expérimenté cela. Alors, sur la Terre, j'ai deux exemples supplémentaires à donner. C'est l'argile céramique pour la filtration d'eau. Les membranes en argile sont des matériaux naturels poreux et peu coûteux, utilisés par la filtration d'eau. Il y a beaucoup de travaux. Certainement qu'il y a des collègues qui m'écoutent, qui sont à l'université de Limoges, qui travaillent avec beaucoup d'universités africaines dans la thématique et autour de céramique pour la filtration d'eau en particulier. L'eau passe lentement à travers des pores microscopiques qui retiennent les bactéries, les particules fines, etc., et qui permet une filtration. Et Dieu sait combien on a besoin d'eau potable en Afrique, parce qu'on a une grande pollution d'eau. Pour moi, c'est une piste très importante. Beaucoup de travaux, beaucoup de pistes, beaucoup même de résultats très intéressants. Et enfin, sur l'argile, la céramique, c'est la micro-irrigation localisée dans un monde où on a un stress hydrique et dans une Afrique où on a plusieurs régions qui ont des problèmes de, 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 de sécheresse. Cette solution qui s'appelle le OIAS ou les OLAS sont des pots en terre qui sont cuites microporeuses, qui est enterrée donc partiellement dans l'eau et qui permet une irrigation naturelle dans le principe ici donné, qui permet d'assurer une vraie économie d'eau d'irrigation, donc une efficacité hydrique. Il y a pas mal de travaux dans plusieurs pays du monde, même en Afrique, en Namibie, etc., où on a vraiment des parcelles de coopératives qui ont à la fois valorisé les coopératives maraîchères et aussi des coopératives d'argile, en fabrication de jarres, les artisans d'argile, les potiers. Et, et enfin, vous savez que notre devise, c'est nature, science et société. Nature, science et société. Donc, je voudrais donner quelques applications qui montrent cet aspect-là, les applications locales. À travers tout ce que je viens de dire ici, les biosourcés, géosourcés, on a un certain nombre de problèmes sur lesquels il faut répondre. Je sais qu'il y a des collègues qui travaillent là-dessus. C'est un grand souci avec les chaleurs qu'on a. C'est la fabrication, la mise en œuvre d'abris naturels pour les animaux domestiques, tels que tout ce qui est vache, chèvre, et tout ce qui est poulailler, à travers des matériaux comme la paille, le bambou, les feuilles de palmier, le bois, torchis, etc. Ça, c'est un point très, très important parce que les dégâts sont importants en termes de perte, surtout de volailles pendant les périodes chaudes. Il y en a beaucoup. Et donc, c'est une piste, pour moi, louable, très importante, qui permet à ce qu'on puisse avoir un lien fort entre les matériaux naturels et les besoins réels. La deuxième, c'est des lieux pour la conservation de légumes et fruits, sachant que la conservation qui existe aujourd'hui demande beaucoup d'énergie et demande donc beaucoup d'argent par le fait, et donc il convient de concevoir chambres froides, naturelles, ou des caves à légumes, ce qu'on appelle, ou de fruits. Donc le principe, il existe quelques exemples de enterrés ou semi-enterrés, isolés par la terre, via aussi l'utilisation de bois, de la pierre, des briques, de terre. En tout cas, il s'agit bel et bien d'économie d'énergie en utilisant des matériaux locaux pour une utilisation
importante de tout ce qui est abri pour les animaux domestiques, conservation de légumes et fruits, et c'est une voie sur laquelle j'encourage de travailler là-dessus. Le dernier point, c'est le recyclage des déchets. J'en parlerai que du plastique. Les plastiques envahissent l'Afrique, ça on le sait. En moyenne, euh, euh, on a une consommation de plastique par habitant de allez, 16 kilos, ça veut dire qu'il n'y a pas une consommation moins que la moyenne mondiale de 36 ou de 45 ou occidentale de 136. Mais on a une pollution très, très, très importante euh, parce que une part importante n'est ni collectée ni recyclée. Il finit dans le sol, les rivières, etc. On le voit bien ici. Donc, quelles sont les causes principales de la pollution plastique en Afrique? C'est l'usage massif des sachets plastiques à usage unique, l'infrastructure collecte de traitement insuffisante pour dire absente, importation des plastiques usagés, et parfois d'une façon illégale, et manque de réglementation appliquée et d'éducation à tri ou comportement pour le tri. Quelles sont les conséquences? C'est un environnement pollué, pollution du sol, obstruction des canaux d'irrigation, dégradation des paysages, sur le problème de la santé et l'impact. Je donnerai ici quelques images de conséquences désastreuses de la pollution du plastique, les abords des rivières, les abords des habitations, les océans, les océans, le pâturage, où ça fait des dégâts énormes pour pour le bétail. Donc, il y a véritablement une nécessité de recyclage du plastique, de la collecte, du tri, jusqu'aux réflexions sur le recyclage. Alors, le recyclage du déchet, il répond à un enjeu pour l'Afrique. L'Afrique ne peut pas devenir la poubelle du monde en termes de déchets plastiques. Ça, c'est le premier. Deuxième, donc, ça veut dire que le plastique qui nous envahit doit aller vers le recyclage. Bon, il y a beaucoup d'exemples. J'en ai donné un, le pavé en plastique recyclé. Et j'ai donné une société tenue par des jeunes en termes de coopérative, mais une société au Sénégal qui s'appelle ProPlast, qui avance bien dans ce sens-là. Alors, valorisation, quel défi, quel enjeu? Et j'aime bien les proverbes. Euh, proverbe africain, 3. La terre n'appartient pas à l'homme, c'est l'homme qui appartient à la terre. Le deuxième, c'est la terre est vieille, mais il produit toujours des herbes nouvelles. Et enfin, dans la nature, rien n'est parfait et tout est parfait. Alors, quels sont les enjeux? Les enjeux, ils sont de deux niveaux. Un niveau multidisciplinaire. Un, on a besoin vraiment de concours de plusieurs disciplines. Sans cela, on ne peut pas répondre d'une façon efficace et ce qui pose problème aujourd'hui, malgré la multitude de travaux de recherche, etc. Un, les sciences forestières et écologie. Il ne peut pas y avoir un travail sur le bois sans qu'on puisse s'intéresser à cette partie, une gestion durable intégrée, la sylviculture, la restauration des forêts, la surveillance par télédétection des forêts. Et le deuxième, c'est la partie sciences de matériaux en termes de caractérisation physico-chimico-mécanique ou mécanique, l'étude de la durabilité et le développement de nouveaux produits. Et le troisième, c'est, donc il y en a 13, hein, du génie civil, tout ce qui est l'intégration des matériaux naturels dans la construction, de recherche de solutions bioclimatiques, habitant en bois, pierre, terre, etc., pour des performances thermiques. Et le quatrième grande discipline, c'est ce qu'on appelle la chimie verte ou la biochimie pour la valorisation du bois, pour la valorisation des fibres, pour la production du bioplastique, etc. Et le cinquième, c'est tout ce qui est lié à énergie de et génie de procédés pour la valorisation énergétique, pour l'optimisation des procédés. Le sixième enjeu, c'est intégrer l'ingénierie mécanique et industrielle, c'est-à-dire en termes de conception de machines de transformation locale, les scieries de bois, presse ou autres, l'ergonomie, l'automatisation des petites unités de valorisation. Le septième point, c'est toute la partie transformation et artisanat et design local, mobilier, etc. Donc, on est amené à les intégrer. Le huitième élément qu'il faut intégrer, c'est toute la partie agronomie botanique, identification des espèces,
domestiques ou invasifs. Donc, c'est là-dessus où on doit avoir une bonne compréhension. Quelles sont les conditions de croissance, les techniques de récolte, quel rendement. Le neuvième point, c'est d'intégrer toute la discipline de la biologie végétale et la discipline de biologie animale pour comprendre le vivant comme ressource, choix et amélioration des espèces, les procédés, dégradabilité, etc. Le dixième point, c'est tout le domaine de géosciences, connaître l'origine de la nature du jus sourcé, caractériser les gisements, étudier la minéralogie et la géochimie pour savoir si une terre est stabilisée, etc., utilisable. Et le onzième point, c'est toute la partie architecture, éco-architecture, conception et urbanisme. Donc, éco-conception des bâtiments, utilisation de constructions bioclimatiques et des designs, design des écomatériaux. Le deuxième point, c'est l'économie et le développement. C'est des points très importants qu'on oublie toujours parce qu'on a beau faire les beaux projets, si c'est pas viable économiquement, on passe à côté. Ça signifie que comment avoir des filières locales et chaînes de valeur, du forestier à l'artisan, par exemple, politique incitative en termes de certification, fiscalité, accès au marché. Et enfin, le 13e point, sociologie et anthropologie, c'est-à-dire les usages traditionnels symboliques du bois, l'acceptabilité sociale des innovations, comment faire accepter des habitations en bois, en terre et les énergies renouvelables, etc. Deuxième démarche, c'est une démarche multisectorielle. On a un certain nombre de secteurs qui interviennent. Je les ai mis au nombre de 6. Il y a les acteurs institutionnels publics. Il faut les prendre en considération dans une démarche collaborative. Les ministères eaux, forêts et environnement, les organismes de recherche, comme Centre de recherche forestière, CIRAD, ERD, les institutions nationales de recherche, les agences de développement, FAO, PNUD, l'AFD, la Banque mondiale, l'INBAR pour le bambou. Le deuxième, c'est les acteurs privés, ce qu'on appelle soit l'industrie formelle ou informelle et les PME, exploitants forestiers, transformateurs locaux, et puis aussi les exportateurs, parce que c'est un grand problème aujourd'hui où on produit des fibres naturelles et on les exporte vers l'Europe et la Chine avec ou sans certification. Le troisième point, c'est les acteurs communautaires et informels. Tout ce qui est groupement forestier communautaire, les exploitants artisanaux ou d'une façon informelle et de coopératives de transformation. Le quatrième secteur, c'est les organisations de certification et normalisation, comme l'Organisation africaine du bois, coopération coopérative, coopération intergouvernementale ou autres types d'organismes. Et pour moi, j'ai mis en jaune les deux derniers qui sont aussi importants, c'est les acteurs de formation et de recherche appliquée qui doivent intégrer tout cet ensemble, ça veut dire les écoles, les universités, les centres de technique et bois. C'est pour toute la partie formation et recherche parce qu'il y a un manque ici. Et enfin, la société civile, ça veut dire les utilisateurs, ça veut dire les coopératives, ça veut dire les ONG. Quels défis? Alors, les défis sont, un, la valorisation des écomatériaux soulève de nombreux défis techniques, économiques, sociaux et environnementaux. Défis sont au nombre de 5. Défis environnementaux, c'est la réduction, bien entendu, de l'empreinte carbone, c'est la préservation des ressources naturelles qu'il convient de bien la cadrer et la lutte contre la déforestation ou l'utilisation abusive de tout ce qui est fibre naturelle. Il y a des défis techniques, absence de tout ce qui est normes ou des normes inadéquates. Donc, il convient de travailler là-dessus. Il y a une faible industrialisation. Et donc, il faut qu'on passe du domaine de l'artisanat à l'industrie et qu'il y ait un va-et-vient là-dessus. Il y a un manque de formation, peu d'ingénieurs, d'architectes dans le domaine de co-construction, et c'est un point important. Et enfin, durabilité perçue, méfiance envers la résistance, parce que par rapport aux pluies, humidité, insectes sur la terre, il convient de répondre ça. Le troisième point, c'est un défi économique. Il faut qu'il y ait un faible coût, il faut qu'il y ait de la création d'emplois et une compétition avec les matériaux qui sont importés, qui posent un gros problème. Et le quatrième défi, c'est socio-culturel, réhabilitation de savoir traditionnel, acceptabilité sociale et souveraineté locale. Et enfin, un défi réglementaire. Il convient de se doter de règles pour rapport à faible intégration dans les marchés publics. Ça veut dire que il faut se battre pour que les marchés publics, au niveau des écoles, de centres de santé, logements, intègrent les matériaux locaux. Il y a du manque d'infrastructures, de tout ce qui est
certification et contrôle. Alors, quelles sont les pistes de réflexion? Valorisation des matériaux, quelles pistes? Ce que nous proposons, nous, au niveau de Ecomat, c'est sur trois plans. Le plan organisationnel, nous pensons et nous proposons la création d'Ecomat dans plusieurs régions. Il s'agit comme objectif d'une constitution d'une communauté des écomatériaux. Exemple Ecomat Cameroun, euh, qui a, depuis 2024, organisé 3 journées scientifiques sur les écomatériaux au Cameroun. Il s'agit de synthèse de travaux de recherche entrepris ou en cours, de milieu académique ou avancé du milieu industriel au milieu artisanal, des centres de recherche et développement tels que MIPROMALO, c'est la mission pour la promotion des matériaux locaux, donc Yaoundé, et il y a un détail sur le site où on a plusieurs écomates qui sont en cours, notamment Gabon, Sénégal, Togo et autres. Donc voilà, le contact avec le Cameroun, il est ici. Sur le plan de la formation, où véritablement il y a un manque énorme. Alors, que propose Ecomat Africa? Il propose d'abord l'organisation d'Ecomat Africa webinaire, dont le premier sur les écomatériaux. Je rappelle que le deuxième sur le bois, le troisième sur les fibres, le quatrième, ça va être terre et habitat, le cinquième, terre et route et recyclage. Et donc, les annonces vous seront données. On propose aussi des formations certifiantes à partir de 2026 sur les écomatériaux. Et si vous allez sur notre site, vous allez voir comment on le propose. Il y a un travail de réflexion pédagogique et de mise en œuvre pour ça. Il y a l'idée d'une documentation bien fournie pour qu'on puisse les collègues puissent avoir, les jeunes chercheurs et artisans puissent avoir de l'information. Et enfin, nous proposons une édition Ecomat Africa. On vient de sortir les proceedings de la conférence des écomatériaux en Afrique de 2024 au Gabon avec un code SBN et commence déjà à être indexé. Je remercie tous les collègues qui l'utilisent. Et enfin, sur le plan de recherche, nous proposons la création de laboratoires sans frontières des écomatériaux, sans frontières terrestres, c'est-à-dire sciences pour tous, sans frontières disciplinaires, multidisciplinaires, démarches multidisciplinaires et sans frontières sectorielles, c'est-à-dire on peut être des chercheurs, des professionnels, des artisans, des ONG, de la société civile intéressés par les écomatériaux. On peut faire partie de ce laboratoire sans frontières des écomatériaux qui sera organisé en termes de groupes de travail thématiques. L'objectif, c'est fédérer les acteurs autour d'une recherche collaborative sur des thématiques portant sur les écomatériaux en Afrique. Par exemple, un qui est déjà visible, c'est le groupe de recherche thématique sur le bois et dérivés. On vous donnera des éléments là-dessus. Autres GRT seront en cours de constitution sur les thématiques que je viens de parler ici. Et enfin, l'organisation de la conférence des écomatériaux en Afrique, les CEMA, en est un point important. Et enfin, la valorisation des écomatériaux en Afrique, les enjeux et défis exigent de penser global et d'agir local. Et merci beaucoup. Merci.